Les célébrations de la fête nationale battent leur plein partout au Québec. Fait qu'on participe en grand nombre avec toute la famille. Puis ce soir, je partage un moment avec vous autres, ma gang! Aussi ce soir, premier hommage aux victimes de l'attaque de Côte-des-Neiges. La perte d'un policier musulman, on a vraiment été touchés. La ville n'était pas préparée pour cette situation et ça a causé la mort de Michel. Et voilà, c'est terminé! Et malgré une défaite face à la Suisse, le Canada se qualifie pour la prochaine ronde de la Coupe du Monde, une première pour l'équipe. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bienvenue à tous, bonne fin de soirée tout le monde. C'est la fête un peu partout au Québec, c'est la fête nationale. On vous en souhaite d'ailleurs une excellente où que vous soyez. Ce moment évidemment de célébration, de rassemblement extraordinaire. Puis ce soir, le plus gros événement est à Montréal, au Parc Maisonneuve. Il y avait de grands noms de la musique pour célébrer et on a vécu tout un moment extraordinaire avec la présence du grand Gilles Vigneault. Je t'aime! Marika en direct, il y a Gilles Vigneault qui a pris tout le monde par surprise. Que d'émotion, hein? Oui, et il faut dire qu'on nous avait mis la puce à l'oreille quand même il y a quelques jours lorsqu'une vidéo avait été publiée sur les réseaux sociaux de la fête nationale. Et là, l'information a été confirmée en toute fin de journée. Et effectivement, donc, Gilles Vigneault qui nous a fait l'honneur de sa présence ce soir. Et je dois vous dire que lorsqu'il est entré sur scène, la foule s'est tue complètement. On pouvait même entendre une mouche voler. Il faut dire qu'avec le nombre de gens qui sont présents ce soir, c'était assez impressionnant. Il faut dire que la présence de Gilles Vigneault ce soir est assez symbolique parce que, évidemment, ses apparitions au public sont de plus en plus rares. Et j'ai demandé à Pierre Séguin, qui est le metteur en scène ce soir, comment il avait réussi ce tour de force, c'est-à-dire ce tour d'avoir réussi à convaincre Gilles Vigneault. Il faut comprendre qu'un Gilles Vigneault de 97 ans, ça sort pas souvent. Et c'est de la grande visite, oui. Puis on en prend soin comme un joyau. Jean-Pierre et Gilles faisaient des concours de qui faisait le meilleur sirop d'érable. J'avais quelques cannes de son dernier sirop, puis j'en ai donné une à Gilles. Et là, ça l'a touché, puis on s'est dit, on fait-tu quelque chose? Oui, c'est venu spontanément parce qu'il sait très bien que la fête nationale, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Les Québécois aussi. Puis là, c'est un ultime effort. On dirait que c'est arrivé de façon automatique. Il faut dire que c'est des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs qui se sont déplacés ce soir. Des spectateurs de tous les horizons, de tous les âges, un peu à l'image des artistes qui étaient sur scène aujourd'hui. J'ai rencontré quelques spectateurs durant le spectacle. Il y en a qui étaient dans la nostalgie, d'autres qui étaient dans la joie, dans la festivité. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Je me souviens. Puis je suis émue en disant ça. Ça éveille ces souvenirs en nous, dans notre génération. C'était nous, les jeunes là, de 15-16 ans qui dormaient sur le Mont-Royal. C'est juste super important pour moi. La dernière fois que je suis venue ici, j'avais 8 ans. Moi, je le revivre en tant qu'adulte, c'est super. Fait que oui, on a bien du fun. Je crois que c'est bien de démontrer qu'on aime le Québec, qu'on est fiers d'être ici, puis aussi la langue québécoise qu'on voit aujourd'hui avec les chansons. Est-ce que vous avez fait des découvertes musicales? Oui, quand même. Souldia, je crois qu'il vient de passer. Ça, c'était une découverte. Ici, au Parc Maisonneuve, les festivités devraient se terminer autour de minuit avec la présence du DJ officiel des Canadiens de Montréal. Profites-en bien, Marika. Bonne soirée, bonne fête nationale. Bonne Saint-Jean. Mais est-ce que tu connais l'origine de la fleur de lys? Avant d'être un symbole québécois et la fleur préférée de Kinji, c'était un emblème qui était utilisé depuis très longtemps. Ça remonte à 3000 ans avant notre ère. Les Assyriens, un peuple de la Mésopotamie, l'utilisaient comme motif décoratif et comme emblème. Ensuite, on peut retrouver la fleur de lys à travers l'histoire en Inde, en Égypte, en Grèce, en Italie et en France. On va associer souvent la fleur de lys à une valeur guerrière et ça va être popularisé avec les croisades. Il faut ensuite attendre Jacques Cartier pour qu'elle soit utilisée en Amérique du Nord. Il va l'utiliser comme emblème pour représenter celui qui l'a envoyé, le roi de France de l'époque, François Ier.
et on peut la retrouver sur des croix plantées par Jacques Cartier au 16e siècle. La fleur de lys va tranquillement tomber dans l'oubli avant de revenir en étant utilisée à la fin du 19e siècle par les Canadiens français qui voulaient montrer leur origine. En 1902, un abbé de Saint-Hyacinthe va proposer un drapeau qui ressemble beaucoup au drapeau actuel, mais avec une légère différence. Finalement, c'est le 21 janvier 1948 qu'on va officialiser le fleur de lys. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver la fleur de lys sur d'autres drapeaux au Canada. On peut penser à celui des Franco-ontariens, des Franco-albertains et j'en passe, qui ont la fleur de lys justement pour représenter la communauté francophone au Canada. Bon, ici, la plupart des rassemblements sont apolitiques, d'autres sont plus assumés en faveur de la souveraineté. Hier soir, il y a eu un grand spectacle organisé par Oui Québec. On en a parlé un peu plus tôt avec Camille Goyette-Gingras, sa présidente. Merci d'être avec nous. On a rarement vu un parc La Fontaine avec autant de gens. Hier soir, c'était plein à craquer. Ces jeunes-là, est-ce que c'était pour faire la fête qu'ils étaient là ou en appui au mouvement souverainiste? Écoutez, les jeunes qui étaient présents hier, il y avait 12 000 personnes au Parc La Fontaine, dont majoritairement des jeunes étaient vraiment présents pour leur amour, d'une part, de la musique québécoise, mais surtout pour leur adhésion au projet d'indépendance. Puis je le sentais, moi, quand j'étais sur scène pour m'adresser à la foule, j'avais de la difficulté à dire plus que 2 mots avant que les jeunes se mettent à scander des slogans en faveur du projet de pays du Québec. Donc, il y a vraiment une ferveur indépendantiste qui est de plus en plus intense d'année en année. Il faut se rappeler que l'année passée, on était 5 000 au Parc La Fontaine pour la Saint-Jean indépendantiste de Oui Québec. On était 12 000 cette année. Ben oui, les jeunes et la souveraineté, on a vu des sondages qui semblent montrer un regain. Mais est-ce que 50 % des jeunes Québécois sont vraiment rendus souverainistes là, de votre point de vue? Je pense que lorsqu'il est question de la jeunesse indépendantiste particulièrement, mais de la jeunesse en général, c'est difficile de regarder seulement les sondages pour voir leur niveau de mobilisation parce que, imaginez-vous, voyez-vous un jeune répondre au téléphone pour répondre à un sondage ou même remplir un formulaire en ligne, c'est difficile de capter l'énergie de la jeunesse seulement par les sondages parce que les jeunes se mobilisent dans des canaux que les personnes plus âgées des fois connaissent pas encore, notamment TikTok, Instagram, mais aussi ces milieux-là qu'ils s'inventent eux-mêmes comme la Saint-Jean indépendantiste. Ça, c'est un projet de jeunes, l'équipe entre 25 et 27 ans. Donc, je pense que ça, ces témoignages-là de forte mobilisation, comme on a vu hier, c'est beaucoup plus représentatif que des sondages qui vont varier beaucoup chez la jeunesse parce que c'est difficile de les rejoindre. Ah oui, en même temps, plusieurs font des Saint-Jean là, ces temps-ci qui sont plutôt apolitiques depuis quelques années. Pour vous, c'est important d'avoir des célébrations qui sont souverainistes affirmées comme ça? Ben tellement, nous, en fait, on veut repolitiser la fête parce qu'on pense que dans ces moments-là de réjouissance de notre amour du Québec, il y a aussi une opportunité de réfléchir à notre avenir collectif. Puis nécessairement, quand il est question de l'avenir, c'est une question de se réapproprier la politique, mais aussi d'une façon qui est que je qualifierais de joyeuse, hein, parce que des fois, on voit la vie politique comme quelque chose de difficile, de un peu restreignant. Puis les jeunes, je pense, démocratisent la vie politique, puis démocratisent aussi la capacité à se saisir de notre avenir collectif. Eux le font à travers le vecteur de l'indépendance du Québec. Hier, on voyait plein de jeunes qui entonnaient des chansons d'artistes québécois qui étaient présents sur scène. Mais en même temps, on a une jeunesse qui consomme à fond Netflix, Amazon. Est-ce que hier, c'était vraiment représentatif de l'intérêt des jeunes pour la culture québécoise? Ben, faut savoir que même un festival comme les Franco, dans les dernières années, c'est beaucoup renouvelé. Cette année, 50 % de l'auditoire des Franco sont des jeunes de 30, je pense, c'est 30 ans et moins, ou 35 ans et moins. Donc, il y a vraiment un renouvellement de l'adhésion à la culture québécoise. Hier, vous l'avez bien nommé, les jeunes qui étaient dans l'auditoire connaissaient par cœur les chansons des artistes. C'est quand même impressionnant parce que c'est des artistes de la relève. Donc, des artistes qui viennent de commencer à sortir des articles, des albums, pardon. Donc, on voit qu'il y a un renouvellement de l'intérêt. Puis, c'est intéressant, vous parlez de Netflix, mais on pourrait parler aussi des plateformes de diffusion de contenu sur les réseaux sociaux. Ils ont tendance à vouloir se réapproprier ces espaces-là pour diffuser des contenus en français et québécois. Absolument. Bon, ben Camille Goyette-Gingras, merci beaucoup, présidente des Oui Québec. Bonne fête nationale. Merci. Bonne fête nationale. Au revoir. Ailleurs, dans l'actualité, Ottawa a dévoilé aujourd'hui ses 3 premiers projets d'intérêt national. Il s'agit de 2 routes dans l'Arctique et d'un site de stockage de déchets nucléaires en Ontario. Des consultations doivent d'abord être menées par contre et plusieurs années pourraient être nécessaires avant que ces projets soient finalisés. Selon le gouvernement fédéral, l'étiquette projet d'intérêt national lui permet d'obtenir plus rapidement les permis nécessaires et de contourner certaines lois environnementales.
Maintenant, journée très triste à Montréal. 2 cérémonies ont rendu un dernier hommage aux policiers et aux citoyens morts cette semaine lors de cette fusillade dans le quartier Côte-des-Neiges. Les familles, les collègues et les amis des 2 hommes étaient rassemblés pour se recueillir. Résumé, Lila Mouche. On est présentement dans le quartier Saint-Laurent, à quelques pas du Centre islamique du Québec. Plus tôt aujourd'hui, il y a eu une cérémonie privée pour le policier décédé lundi, Mohamed Lamine Benredouane, qui était de confession musulmane. La famille a demandé à ce qu'on respecte une certaine distance. Les policiers ont demandé à ce qu'on leur permette de vivre ce deuil dans l'intimité ce soir. Plus tard, ils sont allés au cimetière de Laval pour son inhumation. Je rappelle que Mohamed Lamine Benredouane est décédé sous les coups du tireur Seth Scott Hatfield lundi. Le SPVM l'avait abattu par la suite. Ce matin, il y a aussi eu une cérémonie juive pour Michel Mizrahi, lui aussi décédé dans les événements de lundi. Au salon funéraire Paperman et Fils, il y avait beaucoup de monde, des fidèles, amis, membres de la famille ou simplement des personnes qui ont connu Michel Mizrahi. Son fils avait pris la parole durant la cérémonie pour dire à quel point son père était quelqu'un de joyeux, toujours avec une petite blague. J'ai d'ailleurs rencontré ses 2 meilleurs amis un peu plus tôt. Moi, j'étais supposé d'aller le rencontrer. Ouais. Okay? Ce jour-là? D'aller chez PA. Tous les lundis, je vais chez PA. Michel, il ne va pas à Starbucks. Il va là-bas pour le smoothie. Et ça, c'est nouveau. Ça fait 1 mois qu'il prend le smoothie presque chaque jour. Mais le café, c'est Mercanti. On était toujours à Mercanti à Monkland. Tout le monde nous connaît. Ouais, le fait que la vidéo de la mort de Michel est sur Internet, ça c'est quelque chose. Il y a des gens qui abusent de ça. Il y a des gens... Je savais qu'il était là. Dès que j'ai vu sa voiture, tu veux oublier un petit peu, tout d'un coup tu regardes et la plaie s'ouvre encore une fois. Jusqu'à maintenant. Il y avait cependant une colère assez palpable à cette cérémonie. Les proches regrettent le manque d'informations liées aux circonstances de la mort de M. Mizrahi. La ville n'était pas préparée pour cette situation et ça a causé la mort de Michel. La SPVM n'a pas parlé de ça et l'a laissé sur le trottoir de 11h du matin jusqu'à l'après-midi. Et il n'y a pas une personne dans la ville ou à la SPVM qui a pu appeler son fils pour lui donner la nouvelle. Ils l'ont laissé courir jusqu'à 7h du soir, aller dans tous les hôpitaux à Montréal. C'est une honte et la ville nous a échoués. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être influencés par ce qui se passe dans les autres pays. Alors, il faut faire très attention et c'est pour ça qu'on ne veut pas quelque chose comme ça qui arrive encore. Ça se reproduise encore. Et dans notre ville et notre pays et dans notre communauté et de où est-ce qu'on habite. Oui. C'est pas quelque chose de juif, c'est pas un antisémitisme. La perte d'un policier musulman qui a été on a vraiment été touchés. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse entourant la mort de Michel Mizrahi. Il se trouvait entre les tirs de la policière blessée et le tireur. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Et à Toronto, c'était les funérailles d'un autre policier, Mark Pinizotto. Ses proches ainsi que des représentants de nombreux services de police lui ont rendu un dernier hommage. L'agent de 43 ans a succombé à ses blessures après avoir été atteint par balle il y a 2 semaines lors d'une perquisition. L'homme qui aurait tiré a été blessé par des policiers, toujours hospitalisé. Il va faire face à des accusations. Et Air Canada réduit les commissions versées aux agents de voyage. Cette mesure va entrer en vigueur le 1er juillet. La compagnie aérienne dit avoir pris cette décision en raison des prix élevés du carburant. L'initiative devrait avoir un impact considérable sur les revenus de milliers de professionnels au pays. Au retour, on analyse cette défaite du Canada face à la Suisse. L'équipe demeure toutefois qualifiée pour la prochaine ronde. Restez là. Le Canada qui s'est incliné 2-1 face à la Suisse un peu plus tôt aujourd'hui. Ça peut décevoir certains, mais les Canadiens se qualifient quand même pour la prochaine ronde. On va aller en parler avec Sidney Forward en direct d'Atlanta. Oui, bonjour Sidney. Bonjour Étienne. Donc, qu'est-ce que tu as retenu là, de cette rencontre d'aujourd'hui? Un match à 2 volets. Je pense que du côté canadien, on était en capacité de compétitionner contre la Suisse. On l'a démontré d'un point de vue statistique. Néanmoins, dans ce qui fait la différence entre les bonnes équipes et les équipes qui sont encore en progression, là, on a vu que le Canada a encore à apprendre. Oui, le Canada a fait des changements parce que l'absence de
Koné fait en sorte qu'on doit faire des changements, mais en même temps, le Canada a une profondeur qui devrait faire en sorte que même sans Koné, même sans Davies, à domicile, on est capable de faire des différences. Et on ne l'a pas fait face à la Suisse, le premier adversaire test du Canada. Bien justement, Ismaël Koné est absent, blessé. Est-ce qu'on a vu les conséquences de ça sur le terrain aujourd'hui, de ton point de vue? Oui, je suis d'accord avec votre lecture, Étienne. C'est pas la même équipe, même si Nathan Saliba a été excellent et a mis une passe décisive pour le but de Promise David. C'est pas la même équipe et on sent qu'il y a vraiment des ajustements à faire. D'autant qu'on a aussi changé Stéphane Eustáquio au milieu de terrain pour Mathieu Choinière. On est très content de voir notre jeune Québécois sur le terrain, mais on a senti que cette équipe-là cherchait ses repères face à la Suisse et malheureusement, on ne peut pas se le permettre pour le Canada. Et cette défaite a des conséquences. Parce que le Canada perd la première place du groupe. La première place du groupe garantissait un match à Vancouver. C'est plus le cas pour le Canada qui va jouer dimanche, dans tous les cas, à Los Angeles. C'est moins de jours de repos, moins de jours de préparation et aussi moins de jours pour un certain Alphonso Davies, qui lui aurait bien aimé une semaine complète afin de pouvoir revenir presque à 100% pour l'équipe canadienne. En même temps, c'est historique de passer à la prochaine étape. Est-ce qu'on aurait pu s'imaginer ça? Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes sportifs qui disaient que ça ne serait pas le cas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Jusqu'où on va aller, là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut espérer? OK, moi, je suis parmi les plus optimistes. Donc, j'étais pas dans cette case-là. Mais effectivement, première victoire du Canada face au Qatar, 6 buts inscrits, le premier point qui avait été obtenu face à la Bosnie, une qualification à domicile, c'est tout dans le parcours quand même voit une belle histoire pour le côté canadien. Maintenant, là, il faut que ça continue. On a potentiellement un match contre la Corée du Sud du côté du Canada. Il faut pouvoir continuer la belle aventure. Ça a un poids historique, culturel pour même la place du foot au Canada. Donc ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont très positives. Maintenant, on tirera le bilan quand ce sera terminé. Est-ce que le nombre d'équipes, le Canada peut être avantagé par tout ça? Il y a des jeux un peu de points là, qui avantagent le Canada? Non, pas vraiment, parce que là, pour le coup, du côté canadien, c'est vrai que ce qui est désavantageant, c'est ce match à Los Angeles. On ne sait pas comment sera la réception et on a quand même des relations un petit peu parfois discutables avec les États-Unis. Oui. Et est-ce que là-bas, il y aura un support total pour le Canada? On ne sait pas. C'est malheureux aussi que la FIFA n'ait pas pris en considération le concept de pays hôte et que le Canada n'ait pas tous les matchs à domicile, quels que soient les résultats. Mais on va quand même le diffuser, ce match-là, puis on va le suivre abondamment. Oui. Merci beaucoup, Cindy, d'avoir été là. Merci beaucoup, Étienne. Bonne soirée. Maintenant, il faut qu'on vous parle de ce qui se passe au Venezuela. Voyez ces images. 2 séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé coup sur coup ce soir ce pays d'Amérique du Sud. La présidente du Venezuela a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence. Les vidéos sont, vous le voyez, effroyables. Il y a des dizaines d'immeubles qui se sont effondrés. Les autorités craignent que des milliers de personnes aient perdu la vie. La seconde secousse a par ailleurs été ressentie jusqu'en Colombie, à plus de 1000 km de là. Sinon, en Europe, la vague de chaleur se poursuit. Au Royaume-Uni, plusieurs régions ont basculé en alerte rouge jusqu'à demain soir. Les autorités ont carrément demandé à la population de rester à la maison, de bouger le moins possible. Un record pour le mois de juin a même été battu dans le sud de l'Angleterre, alors qu'il a fait 35,8 degrés Celsius. Le précédent record datait de 50 ans. Et guerre au Moyen-Orient maintenant, le secrétaire d'État américain a promis de défendre les intérêts des pays du Golfe dans les discussions avec l'Iran. Marco Rubio est présentement en tournée pour assurer les alliés de Washington. Les États-Unis et l'Iran ont signé il y a une semaine, on le rappelle, un protocole pour mettre fin au conflit. Cette entente a ouvert la voie à 60 jours de négociations pour en venir à un règlement durable. Selon le négociateur en chef iranien, cette ébauche d'accord a la valeur d'une déclaration de défaite pour l'Amérique. Avez-vous l'impression qu'il se construit de moins en moins de maisons unifamiliales au Québec? Eh bien, vous ne rêvez pas. Depuis 20 ans, le nombre de nouvelles résidences individuelles est en chute libre dans la province au profit de la construction d'immeubles à logement, selon les données obtenues par Nouveau Info. Et la densification des quartiers est loin de faire l'affaire de tous, selon les données obtenues par Sabrina Rivet. Ici, on est dans la cour arrière d'une résidence et à quelques mètres à peine, il y a un immeuble à logement qui a été construit. Les jeunes familles réussissent à accéder à la propriété, puis bang, ça se bâtit comme ça. Entre la clôture et l'immeuble,
vous l'avez mesuré, c'est à peu près 3 mètres. Oui, on a mesuré au laser, on est allé dans le fond de la cour. C'est exactement, c'est 3,1 mètres. Cette situation vécue à Saint-Hyacinthe est loin d'être la seule. L'objectif de nombreuses municipalités est de densifier les quartiers, question d'accueillir plus de citoyens. On n'a pas le choix, on est condamné à la densification. On délaisse d'ailleurs les maisons unifamiliales au profit des immeubles à logement. On a beaucoup de promoteurs, de constructeurs qui, par le passé, construisaient seulement des maisons, qui maintenant n'ont pas eu le choix de se tourner vers le locatif parce qu'il n'y avait pas d'acheteurs pour leurs produits sinon. Et les données sont frappantes, notamment à Laval, où en 2005, 1722 permis ont été émis pour la construction de maisons unifamiliales contre seulement 221 en 2025. À Montréal, les mises en chantier de maisons individuelles sont passées de 412 à 50 en 2025. Puis dans l'ensemble du Québec, eh bien, on observe une diminution de 26 des constructions de maisons individuelles entre les années 2015 et 2025. C'est sûr que les terrains sont beaucoup plus dispendieux. C'est sûr que pour les maisons, bien aussi, évidemment, ce qu'on a vu de plus en plus, c'est des maisons en rangée, des maisons jumelées, ce qu'on voyait moins par le passé, ou qu'on allait plutôt voir, par exemple, dans les premières couronnes. On peut penser à l'ouest de l'île, Longueuil, Laval. Puis maintenant, on en voit de plus en plus loin là, des maisons en rangée. La taille des maisons est beaucoup plus petite aussi. Là. Donc, on ne construit plus les mêmes grandes demeures comme on pouvait faire par le passé. C'est qu'il y avait des petites maisons sur des immenses terrains. Le promoteur achète la maison, démolit, qui construit un 6, un 8, un 10, un 12, un 18 logements à la place d'une seule maison. La densification a-t-elle un prix sur la qualité de vie des gens? Mais on souhaite que ça n'ait pas un prix sur leur qualité de vie. Mais c'est sûr et certain que les gens qui ont leurs vieilles habitudes, une ville de banlieue avec des petits bungalows un peu partout, quand ils voient des constructions de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 étages, ça modifie un peu leur train-train quotidien, comme on peut dire. Le quotidien a pourtant été perturbé pour ces citoyens de Saint-Hyacinthe. Des immeubles à logement se sont construits derrière leur maison unifamiliale et selon eux, les plans de base n'auraient pas été suivis. Bien qu'ils ne soient pas contre la densification, ils mènent un combat avec d'autres résidents pour que ce soit fait de manière plus sensée. Donc là, pour vous, qu'est-ce que ça fait qu'il y ait des galeries comme ça derrière de chez vous? À la hauteur que cela, c'est toute l'intimité qu'on vient de perdre. C'est en voie de disparition, là, parce que, je veux dire, il n'y en a plus tant à vendre, là. Non, on veut pas que ça se reproduise. Les deux citoyens ont d'ailleurs intenté une poursuite à la Cour supérieure contre le constructeur des immeubles derrière leur cour et la ville. À Saint-Hyacinthe, Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Et voilà ce qui complète cette édition de Nouveau Info 22. On se retrouve demain à 17h. Évidemment, on fera le point sur ces tremblements de terre majeurs au Venezuela qui auraient fait des milliers de morts. Bonne nuit, à demain.